Les années nous parlent. Cette entrevue a été réalisée dans le cadre du projet Les années nous parlent, un projet financé conjointement par le ministère du Patrimoine canadien et l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique. Je suis aujourd'hui au Centre culturel francophone de l'Okanagan à Kelowna et je rencontre Nicole Leblanc, qui est assistante de direction du centre. Alors, bonjour Nicole. Bonjour Annie. Ça fait combien de temps que vous êtes assistante ici? Oh, j'ai commencé, je crois que c'était en 2002. C'était l'année des feux. Oui, c'est ça, c'est 2002 ou 2003 dans ce coup-là. Et comment ça s'est passé, votre arrivée à Kelowna? Ça a été le baptême par le feu, disons. Ah, vous êtes arrivée à Kelowna en même temps, tout de suite au début? Non, l'arrivée à Kelowna, excusez-moi, l'arrivée à Kelowna, non, je suis arrivée en 1995 à Kelowna. Je suis arrivée un 1er juin, et ma fille est née le 16 juin, et je suis venue au Centre culturel francophone le 17 juin. Pour moi, c'était important de venir voir ce que c'était, qui était là, quels étaient les services que je pouvais avoir, et j'ai été extrêmement heureuse de voir qu'il y avait une bibliothèque. Alors, j'ai le numéro 2 parmi les membres du Centre culturel francophone de l'Okanagan. On a tous des numéros pour le système de bibliothèque. Et là, on est rendu dans les 2-3 000, mais moi, j'ai le numéro 2. Parce que quand je suis arrivée, c'est le moment où ils mettaient le système de bibliothèque en place. Ils ont donné le numéro 1 à la présidente du moment, puis le numéro 2 à la personne qui utilisait la bibliothèque le plus souvent. C'était moi. Alors, ça a bien commencé. Vous arriviez d'où? On arrivait de Vancouver. Je suis arrivée en Colombie-Britannique en 85, donc mon mari et moi, on a travaillé. Mon mari travaille pour une banque, donc il avait été muté à plusieurs endroits. Puis là, on venait d'être muté à Kelowna. Et originairement, vous êtes d'où? Je suis de la région de Trois-Rivières au Québec, Saint-Célestin. Je connais Saint-Célestin, j'y suis déjà allée. C'est pas très loin de chez moi, en fait. Et qu'est-ce qui, au départ, vous avez motivé à venir en Colombie-Britannique? Moi, à la base, je suis enseignante. J'enseigne le français langue seconde aux adultes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon mari. C'était un de mes élèves au collège, au North Darwin College à Campbell River. Et c'est ça. Alors, je suis venue, j'ai enseigné, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et voilà, qui prend mari, prend pays. Et comment ça s'est passé de fil en aiguille pour que vous arriviez à ce poste d'assistante de direction ici? Quand mon mari et moi, on a décidé d'avoir des enfants, moi, j'ai arrêté de travailler, j'ai arrêté d'enseigner. Et on a décidé que je voulais rester à la maison pour élever nos enfants. Et quand j'ai commencé à vouloir recommencer à travailler après la naissance de mon garçon et de mon fils, bien, je voulais commencer à temps partiel. Et le Centre culturel offrait temps partiel. À ce moment-là, c'était pour faire le bulletin mensuel. Alors, c'était temps partiel, faire le bulletin mensuel, faire un peu ce que vous faites présentement, faire des entrevues, se tenir au courant de ce qui se passait. C'était dans le temps où il n'y avait pas encore trop d'ordinateurs. Ça fait drôle de penser ça, mais il fut un temps où les ordinateurs n'existaient pas, ni Internet. Alors, c'est comme ça. Puis, au fil, ensuite, je faisais le bulletin. Ensuite, j'ai commencé à faire des demandes de fonds. Ensuite, de fil en aiguille, mais j'ai fini par être assistante de direction. Et à ce moment-là, mon poste a beaucoup changé, mes titres ont beaucoup changé, mais c'est vraiment ce que j'ai jamais vraiment voulu changer moi-même de place parce que ce que je fais, le contact avec les gens, le contact avec les membres, les non-membres, le développement culturel, c'est ce que j'adore et je veux continuer à faire ça. Et quel genre d'activité est-ce que vous faites à Kelowna français? On en fait beaucoup. On en fait vraiment beaucoup. On se base aussi sur les besoins et les intérêts de nos membres, tout en essayant de pourvoir des services à la population en général, parce que notre mandat premier, c'est vraiment la promotion et le développement de la culture francophone, de la langue française, et de la faire connaître. D'ailleurs, je remarque énormément de changements à ce niveau-là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui ont été faits par toutes les associations, par la Fédération, par tous les francophones de la Colombie-Britannique. Si je pense au moment où moi je suis arrivée en 85, me faire dire « speak white », ça arrivait à me faire. Au début, quand j'avais encore les plaques d'immatriculation du Québec sur mon auto, je me faisais crever mes pneus ou des trucs comme ça. Et les gens
les gens n'étaient pas très accueillants pour la francophonie, disons, à ce moment-là. Pourtant, c'est pas si loin, 85, mais quand même. Et je suis certaine que le travail de toutes les associations francophones, le travail des écoles, le travail du conseil culturel, le travail de la fédération, au fil des ans, a fait son petit bonhomme de chemin. Puis au fil des ans, aujourd'hui, les gens sont fiers d'être francophones. Les gens sont fiers ou sont contents d'être francophones ou ils n'essaient pas de le cacher autant comme c'était en 85. Où il y en avait des gens, moi je ne l'ai jamais fait, mais il y a des gens qui aimaient mieux ne pas se faire voir ou se faire connaître comme francophone parce que c'était pas bienvenu. Mais aujourd'hui, j'en vois très peu de gens qui préfèrent ne pas être francophones simplement parce que ce n'est pas bienvenu. C'est bienvenu maintenant et ça, on ne s'en rend pas compte parce que c'est arrivé petit par petit, puis les mentalités ont changé, mais les mentalités n'ont pas changé par hasard. Les mentalités ont changé parce qu'il y a un centre culturel francophone qui existe un peu partout en Colombie-Britannique, puis il y a la fédération, le conseil scolaire, et tout ça, c'est né de ça. C'est sûr qu'au début, il y a eu des batailles plus confrontationnelles ou plus légales, comme des parents qui ont mené le gouvernement en cours pour avoir le CSF, la Commission scolaire francophone, et tout ça. Et ça continue toujours, il y a toujours des débats légaux, tout ça. Et ça prend toujours des pionniers qui sont des gens fonceurs et qui demandent des choses. Ça existe et on leur doit beaucoup, mais ça s'est tellement amélioré, les gens sont plus ouverts à l'idée que la francophonie existe et qu'elle apporte. Non seulement qu'elle demande, mais qu'elle apporte, qu'elle ait un plus-value, qu'elle a une valeur. Et aujourd'hui, ce que je remarque parmi nos membres et parmi la population générale, c'est que les gens ils demandent des choses auxquelles ils avaient droit depuis longtemps, mais qu'ils ne le savaient pas. Et aujourd'hui, ils le demandent parce qu'ils en sont fiers. Ils sont fiers d'être francophones, ou fiers, ou ils sont conscients d'être francophones, et ils sont conscients que ce n'est pas un détriment. Ils sont conscients que ça fait partie de leur identité, puis qu'ils ont le droit d'être francophones. Et ça, ça paraît pas. Et il faut vraiment prendre du recul pour s'en rendre compte qu'il y a 30 ans, 15 ans, 20 ans, c'était pas comme ça. Les gens ne pouvaient pas demander « Oh, moi, j'aimerais avoir des activités sociales en français ». Personne pensait à le demander parce que personne avait intégré comme étant un bien-être d'avoir une identité francophone. Alors, il a vraiment fallu avoir ce travail de base qui s'est fait sans que personne s'en rende compte, vraiment, que tout à coup, on se sent à l'aise à être francophone. Donc, tout à coup, on peut dire, tiens, je pourrais sortir pour aller au pub avec une gang de Français puis parler français, c'est correct. En 85, ça se faisait pas. Tout ça, c'est arrivé. Tiens, tout à coup, on va aller descendre le canal à Penticton puis on va le faire en français. Tiens, nous, on est une gang de personnes de 50 ans et plus, on veut se rassembler puis on veut s'amuser, mais les gens de 50 ans et plus, en 95, ne pensaient même pas avoir leur groupe parce que ça se faisait pas. C'est tout ce travail de se sentir bien dans sa peau qui a été fait, qui maintenant peut faire qu'on peut vivre en français, et en français quand on en a envie, puis quand on en a envie, puis quand on en fait une occasion. Mm-hmm. Je ne sais pas si je peux m'expliquer. C'est pas visible parce que maintenant on est dedans, on ne le voit plus, mais si on prend du recul, c'est beaucoup de travail qui s'est fait. Ce travail s'est fait petit à petit par nous, la francophonie, démontrant qu'on a une valeur, qu'on a une qualité, qu'on travaille fort. Quand je suis arrivée au Centre culturel ici en 1995, le Centre culturel n'avait vraiment pas une bonne réputation. C'était vu comme des gens de... Je sais pas, il y avait une réputation très négative par rapport à tout ce qui était francophone, y compris le Centre culturel francophone. Et les directions qui se sont succédées, puis les membres du CA qui se sont succédés depuis 12-13 ans, et mon travail ici, on fait un travail de qualité. On fait des événements comme le Festival de l'Érable, qui a 7-8 000 personnes qui passent là, puis c'est pas tous des francophones, là, c'est des anglophones, des francophiles, des allophones. Tous les gens viennent, toute la communauté, et ça répond très bien au mandat du Centre culturel, qui est de faire la promotion et le développement et faire connaître notre valeur. Il y a la Nuit blanche. La Nuit blanche est une idée totalement nouvelle. Au début, tout le monde nous regardait
3-4 ans qu'on a commencé ça et tous les gens nous regardaient de travers. Maintenant, tous les gens veulent s'associer à nous pour la faire. Qu'est-ce que c'est la Nuit Blanche? La Nuit Blanche, mais c'est sur le même modèle de ce qui a été commencé en France, ensuite dans l'est du pays. Et plus ça va, plus ça s'étend un peu partout. C'est une nuit d'activité culturelle. C'est vraiment la mise en valeur de la culture et ça se fait pendant la nuit. C'est pour ça que c'est une nuit blanche. Ça se fait dans le cadre des journées de la culture au mois de fin septembre, début octobre. Et qu'est-ce que vous faites pendant cette nuit-là? Ça dépend, ça change un peu de chaque année, mais en principe, l'année passée, si je prends le thème de l'année passée, c'était vraiment voyager dans la nuit. Alors, on avait des stations partout à travers la ville et c'était la nuit, bien entendu, et on avait des partenariats avec toutes les stations à travers la ville, comme le musée, le centre d'art, la caserne des pompiers et tout ça. Et à chaque station, il y avait des artistes qui étaient francophones ou francophiles, parce que aussi on croit à la valeur de la collaboration puis d'inclure tout le monde. Alors, on avait des artistes qui n'étaient pas nécessairement francophones, mais qui étaient francophiles et qui ont travaillé avec nous de façon bilingue et par geste et tout ça. Et à chaque station, ces artistes-là avaient une présentation à faire. Par exemple, la présentation qui nous venait de UBCO, de l'université locale, de l'Université de la Colombie-Britannique à Kelowna. Et eux, ils avaient fait une présentation à la caserne des pompiers qui était sur le feu. C'était vraiment, vraiment bien fait. C'était 3 dimensions, c'était un montage artistique avec son et lumière et il y avait du bois. Puis on avait vraiment l'impression d'être dans un feu et tout ça. Puis ils étaient à la caserne des pompiers, c'était drôle. Il y en avait un autre qui était au Centre des Arts qui, lui, avait fait une présentation son et lumière sur la dépression et la joie de vivre. Et c'était bien. Puis il y en avait comme ça un peu partout. Puis ça terminait ici par une danse. Bien, la danse était ici toute la soirée, mais quand les gens se promenaient, ils finissaient par arriver ici sur la danse. Sur notre bâtiment à nous, la projection, c'était des dessins que des enfants des écoles d'immersion et francophones de la région avaient fait l'année d'avant et que quelqu'un avait mis en projection. Ça paraît bête à dire, mais pour que le dessin ne soit pas déformé quand on le projette sur une forme aussi bizarre que la forme de notre immeuble, il y avait quand même pas mal d'ouvrages à faire pour que ce dessin rentre sur la forme de l'immeuble. C'est pas une affaire carrée, là. C'est quand même beaucoup d'ouvrages et les gens étaient impressionnés justement à cause de ça parce que la forme de l'immeuble est bizarre et l'image n'était pas déformée. Donc l'artiste a vraiment travaillé là-dessus, mettre une musique, mettre un rythme, etc., etc. C'était vraiment bien. On doit dire que l'immeuble ici, c'est une ancienne église. Donc il y a un clocher. il y a des toits un toit, comment ça s'appelle? Un toit avec un nez qui rebondit, là, comme on dit. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Je l'ai traduit il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle plus. Alors, ça, ce sont nos 2 plus gros événements, le Festival de l'Érable et la Nuit Blanche, mais il y a quand même beaucoup d'autres événements. Prochainement, on a Géocache. Géocache, c'est quelque chose qui est en route depuis 1 an environ. Bon, vous connaissez tous Géocaching, qui est vraiment... On cache quelque chose à quelque part en utilisant des données de GPS. Et ce qui est caché, c'était vraiment bilingue. Et c'est sur l'histoire locale francophone. Alors, les gens nous écrivent toujours sur le site de Géocaching parce que les gens adorent ça. Je ne savais pas avant de commencer, mais il y a une très forte population qui ne font que ça, du géocaching. Là. On met une géocache, puis on la met en ligne et moins d'1 heure après, il y a du monde qui sont déjà allés, puis parce que c'est leur but dans la vie, on dirait, d'être le premier à aller voir, à trouver la géocache qu'on met, que quelqu'un met. Et puis ils continuent à les trouver, puis à les voir. C'est vraiment des gens très intéressants, ceux qui font du géocaching. Ils sont très passionnés par la chose. Alors, dans nos géocaches, si tu trouves une petite capsule, puis il y a une petite information là-dessus sur la francophonie locale, en français et en anglais, bien entendu. Puis parfois, il y a un petit cadeau qu'ils peuvent prendre. Puis ensuite, ils doivent remettre la géocache là. Alors, c'est ça qu'on fait. Alors, c'est quand même, il a fallu quand même faire du travail au niveau de la compréhension de l'historique de la francophonie du coin. On avait déjà commencé ça aussi parce qu'on a une exposition de photos ambulantes qui a fait le tour de toutes les écoles, qu'on avait fait il y a quelques années, qui a fait le tour des écoles, et c'était vraiment des photos des pionniers du coin.
bon, comme la plupart de l'ouest du pays, Kelowna, l'Okanagan, a été découvert, si on peut dire, ou fondé ou peuplé par des francophones en premier. Et ils étaient ici pour les récoltes? Ils étaient ici pour les récoltes, pour le travail, ou en chemin vers le Yukon, ou ils restaient ici, les récoltes. Mais le premier, ça a été le père Pandouzi. Lui, il n'est pas venu pour les récoltes. Il est venu récolter des âmes. C'est ça, il est venu récolter des âmes ici. Alors, c'est le père Pandouzi. D'ailleurs, c'est lui qui venait de Marseille et il a remarqué que l'Okanagan avait un climat un peu comme Marseille, donc c'est lui qui a amené les premières vignes, les premiers pommiers. Si ça n'avait pas été lui, on n'aurait pas ça ici. Alors, c'est comme ça, le père Pandouzi. Moi, dans toutes ces histoires, quand on avait fait la recherche pour monter l'exposition ambulante pour les écoles, ce qui m'avait frappé, c'est à Enderby, qui est quand même dans l'Okanagan, pas tellement loin d'ici. Tout était francophone ici. Et au bout de quelques années, les familles francophones ont réussi à se mettre un 15 $ de côté. Pendant quelques années, ils ont réussi à mettre 15 $ de côté pour pouvoir engager une maîtresse d'école pour enseigner à leurs enfants. Ils étaient tellement fiers de ça, ils étaient heureux, ils avaient travaillé fort. C'est dur, ça, 15 $, mettre de côté 15 $ dans les années 1900 quelque chose, 1800 quelque chose. Ils ont trouvé une anglophone. Ils ne pouvaient pas trouver une maîtresse d'école francophone, alors ils ont engagé une maîtresse d'école anglophone. Et la maîtresse d'école anglophone, selon les rythmes du temps, selon les croyances du temps, même si les enfants parlaient français, elle les battait. Puis c'était correct. C'est drôle, hein, comme ça a changé. Alors, oui. C'est aujourd'hui, alors c'était correct parce que la maîtresse d'école l'avait dit. Si elle ne comprenait pas les enfants, c'est la faute des enfants, donc elle les battait. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Puis la photo de ça, c'est on voit un âne avec une dizaine d'enfants sur son dos, puis ils sont tous nu-pieds, puis ils s'en vont à l'école. C'est l'autobus pour aller à l'école. Alors c'est comme ça. On en apprend. Les choses changent, et pour le mieux, heureusement. Est-ce que vous faites d'autres projets de collaboration avec les écoles? On en fait beaucoup avec les théâtres de la 16e ou avec l'Unithéâtre. On fait venir des pièces de théâtre pour eux. Quand on a des activités intéressantes, on les tient au courant de tout ce qui fait, comme le Festival de l'érable, comme Nuit Blanche, présentement, on a des fêtes de l'air, qui sont des activités plus sociales. Alors, pendant l'été, c'est sûr, c'est plutôt les enseignants qui viennent, ou les gens, n'importe qui, la communauté est toujours bienvenue. Alors, mais ça leur fait vivre leur francophonie, leur français, ça le sort de l'école, parce que surtout pour les enfants en immersion, le français, c'est une chose qu'on fait à l'école, ils n'ont pas connaissance qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Ils n'ont pas nécessairement connaissance que c'est pas juste quelque chose à apprendre, c'est quelque chose à utiliser et qui s'utilise en dehors de l'école. Et on peut aussi s'amuser là-dedans. Alors, donner vie à la langue, donner une image à la langue, donner un visage à la langue, ça fait partie de ce qu'on fait. Et quand on a des artistes qui viennent, c'est sûr qu'on le partage avec les écoles. L'autre chose aussi qu'on fait le plus possible. Alors, comment est-ce que vous intégrez les enfants l'été? Vous intégrez le français dans la vie des enfants l'été? L'été, puis on a des camps de jour francophones avec des étudiants qui prennent soin, qui amusent et qui s'amusent et qui donnent une vie à la francophonie. Et c'est vraiment pas des cours de français pendant l'été, c'est vraiment juste s'amuser, aller à la plage, vivre une vie normale, sauf qu'on la vit en français. Et pour ça, c'est bizarre. Pour les enfants qui ont seulement vu le français à l'école, c'est bizarre de voir qu'il y a des gens qui vivent. Ils rentrent ici, puis ils me voient parler français, ils me voient parler français avec d'autres gens, ils voient d'autres gens parler français. C'est vraiment, vraiment bizarre. Et c'est aussi, on essaie d'inclure, dans d'autres activités, on essaie d'inclure toute la famille, parce que les parents anglophones, et les gens, ils n'ont pas besoin d'être parents aussi. Les anglophones ont envie de voir c'est quoi vivre en français, puis ils ont envie de vivre cette joie de vivre pour laquelle nous sommes si célèbres. Et c'est vrai qu'on a une joie de vivre, et c'est vrai, ils aiment ça se joindre à nous. Ils ne se joignent pas nous, mais à nous, à la francophonie, parce qu'ils s'amusent avec nous autres. Puis on est vraiment inclusif. Je me tourne à droite, je parle en français, je me retourne à gauche, mais cette personne-là est en train d'apprendre le français, mais je vais ralentir mon débit. Et je vais l'aider, etc. Puis je ne suis pas la seule à le faire. Je me prends comme exemple, mais je ne suis vraiment pas la seule à le faire. Et les gens, il y en a beaucoup d'anglophones, de francophiles qui viennent à nos activités, qui sont inclus, puis ils amènent leurs enfants.
Ceux qui, dès le jeune âge, ben, eux autres trouvent ça très normal. Comme les enfants trouvent à peu près tout normal, ils ne passent aucun jugement, mais ça aide aussi à la cohésion communautaire, ça aide à l'inclusion de tout le monde, ça rend le fait qu'on est différent, que ce soit francophone ou asiatique ou n'importe quoi, ça rend la différence normale et ça donne une valeur à tout ça. Alors, il faut aussi dire que tout ce travail qui a été fait sur la francophonie, ça ouvre les esprits, non seulement sur la francophonie, mais sur les différences en général. Alors, c'est un bien-être collectif qui se développe au fil des ans, puis au fil de faire des choses de qualité, de présenter notre valeur. Et ça se développe à ce niveau-là. Pour continuer, on fait des activités pour les enfants, les familles, des activités plus sociales, des sorties. On fait aussi des activités plus pour les entrepreneurs, parce que les entrepreneurs ont des besoins plus particuliers. Alors, on fait des 5 à 7 affaires ou 5 à 7 sociales pour que les gens fassent du réseautage. Tout ça aussi tourne autour du réseautage, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs francophones qui offrent des services. Dernièrement, le système de santé local s'est beaucoup développé, surtout au niveau de l'hôpital qui a agrandi. Puis on a tout à coup un influx d'infirmiers, de docteurs, de chirurgiens, d'anesthésistes qui arrivent de l'est du pays. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de francophones ici à l'hôpital, surtout dans les spécialités. Dans la ville, on entend parler français tout le temps. Je ne sais pas si c'est... Bon, je sais qu'il y a plein de Québécois l'été qui viennent travailler ici, mais je suis étonnée combien de fois j'ai entendu parler en français depuis que je suis arrivée. Oui, il y en a beaucoup. Je le dis à tout le monde qui arrive ici, ce n'est pas parce que vous êtes dans une ville anglophone que vous pouvez dire n'importe quoi en français sur la rue. Faites attention, il y a beaucoup de gens qui vous comprennent. Et même ceux qui ne parlent pas en français sur la rue peuvent le comprendre, parce qu'il y a quand même une très forte population d'élèves de l'immersion. Alors, ne dites pas n'importe quoi sur la rue, vous risquez d'être compris. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Parce que en 85, j'étais vraiment naïve. Pour moi, je pense qu'il arrivait du Québec. Au Québec, on a des écoles anglophones pour les Anglais. Je pensais que ça existait ici, mais en 85, je me suis aperçue que ça n'existait pas. J'ai trouvé ça vraiment bizarre. Il a fallu que... Moi, j'ai fait partie de la dernière vague des parents qui se sont battus pour avoir droit à l'éducation en français pour leurs enfants. Là. Et c'était vraiment bizarre. Quand je suis arrivée en 95 à Kelowna, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de trouver une... J'étais sûre et certaine, ça ne m'était même pas passé par l'esprit qu'il pourrait ne pas y avoir une prématernelle en français ou une garderie en français, une école en français. Et pourtant, c'était pas donné, disons, c'était pas déjà fait. Quand je suis arrivée, mon garçon qui a commencé la maternelle a commencé au programme cadre. Il n'y avait pas de conseil scolaire à ce moment-là. Quand on s'est battu ensuite pour avoir le conseil scolaire francophone, ça a pris du temps. Ensuite, se battre pour avoir notre propre école, pour être englouti dans une école anglophone. Tout ça, ça a été fait partie des démarches que moi j'ai vécues et que j'étais totalement naïve quand j'ai commencé le processus, parce que pour moi, ça allait de soi. Le Canada est bilingue, donc les services qui existent au Québec pour les anglophones devraient exister ailleurs. Ça n'était même pas passé par l'esprit que ça n'existait pas. Et c'est aussi une attitude que beaucoup d'immigrants francophones ont quand ils arrivent ici à Kelowna. Ils sont très surpris que le Canada ne soit pas plus bilingue. Mais ainsi va la vie. Quand on en voit les progrès, on se dit quand même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais c'est vrai que j'ai remarqué les gens qui viennent d'arriver et comparent ça à l'Est et se disent « Oh mon Dieu, il y a tellement de choses qui ne sont pas faites ». Mais quand on voit, particulièrement avec cette série d'entrevues, je me rends compte de plus en plus des choses qui n'étaient pas faites il y a 30, 40 ans. C'est énorme ce qui a été accompli. C'est énorme ce qui a été accompli et ça a été accompli de façon subtile. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a eu les batailles juridiques, etc., mais c'est aussi changer la mentalité des gens et ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend des associations comme ici, comme la Fédération, comme le Conseil scolaire francophone. Ça prend des endroits comme ça dont la mission, c'est vraiment de faire le développement et la promotion du fait francophone et qui le font par présentant une image de qualité, en présentant des événements de qualité, en répondant aux besoins des gens et en incluant tout le monde. C'est vraiment ça. Et ça, on en profite aujourd'hui, puis en moins de prendre du recul, on ne s'en rend pas compte jusqu'à quel point on en profite aujourd'hui. Mais tout ce travail des 30 dernières années, c'est le fruit qu'on récolte aujourd'hui.
Quels ont été les plus grands défis du centre francophone ici à Kelowna? Ça a été de changer l'image. Au début, surtout quand je suis arrivée ici, ça a été vraiment de changer l'image. On était vus comme des gens de rien, des sans-abri. C'est pas que je veux être juge, je veux pas juger là, mais c'est quand même, on était vus comme une gang de pas fins, de pouilleux. C'était l'image que les francophones et le centre culturel, par extension, avaient. Et c'est à force de faire des événements qui avaient de l'allure, de faire quelque chose d'inclusif, puis de faire des événements qui avaient une valeur culturelle, qui sont devenus, que les gens ont commencé tranquillement pas vite. Au début, je me souviens, les premiers festivals de l'érable, il y avait je ne sais pas, 50 de francophones puis 2 anglophones là, qui venaient. Et bon, les 2 anglophones ont dit, bon, ben, c'était pas si pire que ça, ils nous ont pas maltraités. L'année suivante, il y en a eu 4, l'année suivante, il y en a eu 20, et ainsi de suite que ça fonctionnait. Puis c'était pas juste un grand party, c'était une valeur culturelle. Il y avait des artistes qui avaient de l'allure, puis c'était pas juste du rigodon. J'ai rien contre le rigodon, mais la francophonie, c'est pas... Les anglophones ont tendance à nous voir chemise carottée puis danse carrée. Ben, on a beaucoup d'autres artistes qui ne font pas ça et qui sont aussi bons que les artistes qui font ça. Alors, c'est de montrer la valeur, la culture, le bien fondé de ça aussi. Et je crois que la francophonie, présentement, devrait travailler là-dessus, c'est faire connaître ce qu'on a apporté au Canada. La plupart des gens ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas leur histoire. Ils se demandent, par exemple, quand ici à Kelowna, ils ont mis des pancartes à l'entrée, sur le long de la rue Bernard. Et ils avaient des pancartes en anglais, puis en langue autochtone du coin. Donc, moi, je suis allée les voir, j'ai dit, bien, ce serait bien de mettre dire bienvenue en français. Là. Vous dites welcome puis bienvenue dans la langue autochtone. Ce serait peut-être bien d'avoir bienvenue en français. Bien, la personne m'a répondu, mais pourquoi? Si je mets bienvenue en français, il faudrait que je mette bienvenue en italien, en espagnol, en ukrainien, tout ça. Non, désolé, nous ne sommes pas des immigrants. La francophonie ne sont pas des immigrants. Nous sommes un peuple fondateur. C'est pas pareil. Et ça, les gens, je crois que présentement, c'est le plus grand défi de la francophonie présentement, en général. Faire connaître pourquoi on est là, pourquoi on a eu ou on a encore ces revendications. Pourquoi c'est bien de mettre bienvenue à l'entrée de la ville, surtout une ville qui a été fondée par des francophones. Je comprends qu'il y a eu des grandes vagues d'immigration d'Allemands, d'Ukrainiens, d'Italiens, etc., et d'Asiatiques dans ce coin-ci. Je comprends ça. Mais il y a quand même une différence entre immigrants et peuple fondateur. Des immigrants ont beaucoup apporté. Mais il y a quand même une différence. Et ça, les gens ne le savent pas, puisque la francophonie a fait, les coureurs de bois, là, ils ont beaucoup découvert l'ouest du pays. Là. Il y a beaucoup d'anglophones qui ont mis leur nom, comme Simon Fraser. Mais l'équipe de Simon Fraser, c'était des Métis et des francophones, ceux qui sont venus dans l'ouest du pays puis qui ont découvert l'ouest du pays. Il y avait Simon Fraser qui était là, bien entendu, c'est lui qui avait l'argent. Mais ceux qui connaissaient le coin, c'était les coureurs des bois, puis les autochtones. Puis les coureurs des bois, mais c'est des francophones, des Métis. Alors, ça, puis si il me semble qu'il serait vraiment, mais vraiment important de relever ce défi-là, pas de dire « Hey, regardez, nous, là, on a fait ça pour vous autres ». Pas ça, mais juste dire « Hey, voici l'histoire, voici ce qui a existé ». On parle beaucoup des écoles de résidentielles pour les Autochtones. C'est affreux, c'est passé là, mais il y a un côté francophone à ça aussi. Toutes les écoles qui ont été fermées dans les prairies, là, les enfants allaient à l'école en français, tout à coup, le gouvernement dit « Non, plus le droit d'avoir d'école francophone, ça a tout été fermé ». C'est aussi voler leur culture, voler leur identité, de tout fermer leur école. Autant que les écoles résidentielles étaient à voler l'identité et la culture des Autochtones, mais autant ça a été fait du côté francophone. Est-ce que quelqu'un en parle de ça? Non? Pas encore. Pas encore, mais ça devrait venir et bientôt. Et bientôt, ça, c'est le plus grand défi de la francophonie, prochainement, de faire connaître le pourquoi de notre existence, de faire connaître à tout le monde
le bien fondé de notre survie, le bien fondé de notre existence, puis je ne voudrais pas dire le bien fondé de nos revendications, mais le bien fondé du fait qu'on est là, qu'on existe. Pourquoi il y a une rue Bernard ici? Les gens ne savent même pas, c'est un mot français, c'est Bernard Avenue. Ou d'autres mots qui parfois on les entend, puis tant qu'on ne les a pas vus écrits, on se demande quel genre de mots que c'est, puis tout à coup on les voit. Ah ben tiens, c'est Léon qui disait. Ah ben c'est Alice qui disait. C'est la rue Alice, c'est la rue Léon. Et bien eux, ils l'anglicisent, alors c'est pas mauvais, mais quand on s'arrête et on le regarde, on dit « Ah, ben tiens, c'est français, ça! » Et la plupart des gens ne le reconnaissent pas. Pas qu'ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître, mais qu'ils ne le reconnaissent pas parce que ça n'a jamais été vu dans leur cours d'histoire, ça n'a pas jamais été mentionné. Alors il serait temps qu'on fasse connaître notre position historique. Qu'est-ce que c'était d'être francophone au Canada? Qu'est-ce que la francophonie a emporté au Canada? Est-ce que ça fait partie des mandats du Centre culturel de l'Okanagan pour le futur, pour l'avenir? J'imagine qu'on le fait on le fait. Notre mandat, c'est vraiment le développement et la promotion du fait francophone, de la culture et de la langue française. Ça rentre là-dedans. C'est pas spécifiquement ça. Et on peut le faire pour notre petit coin, là, mais c'est quand même un gros travail. C'est vraiment... Là, j'ai dit des faits historiques que moi j'ai connus, mais avant d'en écrire un livre ou d'en faire une publicité à la télévision ou à la radio, j'irais chercher vraiment dans mes livres historiques pour être sûr que tous les faits sont vrais. Là, c'est juste les souvenirs ce que je dis, c'est vraiment les souvenirs de mes cours d'histoire puis de ce que j'ai lu au fil de mes lectures. C'est ça. Au Québec, il y a une émission de radio, je crois, qui parle justement de l'histoire. Et j'ai un livre là-dessus, puis j'oublie le nom du monsieur, là, mais c'est un beau monsieur qui a une très belle voix. Puis c'est tout ce qu'il fait, il vulgarise l'histoire à la radio. Monsieur Lacourcière? Probablement, oui. Et c'est vraiment fantastique. Pourquoi ça n'existe pas de ce côté-ci? Il pourrait vulgariser l'histoire, pas juste l'histoire de la francophonie au Québec, bien entendu, mais l'histoire en général en incorporant la francophonie là-dedans. Ce serait ça. Ou faire des publicités. Parfois, on envoie des publicités que je ne sais pas, les Asiatiques, il y a le mois des Asiatiques parce qu'on en parle beaucoup du mois des Asiatiques, tout ce qui est arrivé pendant la guerre et tout ça. Bon, il n'y a nulle part on entend parler de la francophonie. Et ça devrait. Ça devrait vraiment. Avez-vous un beau rêve pour la francophonie de votre région, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans? Un rêve de la francophonie de la région. Ben, cette connaissance cette connaissance historique, puis cette connaissance de la raison de notre présence au Canada, puis la raison de notre présence dans l'Okanagan, ce serait un rêve, je crois. Je crois que ce serait quelque chose qui pourrait être fait. Et ça ne sera pas du jour au lendemain, mais il faudrait le commencer petit à petit, puis voilà. Et ce serait ça. Et pour terminer, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier aujourd'hui? Par rapport à votre francophonie ou... De quoi? De l'avoir donné à mes enfants. Je crois que mes enfants n'ont pas d'accent. Ils parlent en anglais, ils parlent en français, ils parlent en français. Souvent, les enfants qui sont nés en milieu anglophone ont un fort accent anglais quand ils parlent français, pas les miens. Ils parlent français couramment. Très bien. Ils parlent entre eux en français, ce que j'adore. Quand ils se parlent, pour eux, c'est anormal de se parler en anglais, donc ils se parlent en français. Quand ils me parlent à moi, ils me parlent toujours en français, ils ne me parlent jamais en anglais. Ils connaissent très bien leur famille au Québec. Ils s'entendent très bien avec eux. Puis ils vont souvent les voir. Mon fils a même pris, quand un de ses oncles est décédé, il n'était pas question qu'il ne soit pas aux funérailles. Ils sont tous les deux, ils ont travaillé très fort pour venir aux funérailles de leur oncle. Et ça, c'était vraiment apprécié, parce qu'ils ont une connexion à leur famille, ils ont une connexion à leur histoire, et ils la continuent. Et quand ils voient certains de leurs amis avec lesquels ils sont allés à l'école en français, ils parlent en français avec ces amis-là. Leur Facebook est en français, quand ils font des recherches, ils font souvent des recherches en français, leur ordinateur est en français. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. D'ailleurs, je n'avais pas compris ça non plus quand j'ai commencé, mais pour moi, c'était normal que mes enfants parlent français. Je n'avais pas réalisé que ça peut être difficile dans certaines familles. Et les gens me regardaient parce que mes enfants parlaient français
à leur père. Leur père est anglophone. Il comprend un peu le français, mais il ne l'a jamais parlé. Par la force des choses, il a appris à le comprendre, là, mais il ne l'a jamais parlé. Et alors, mes enfants parlaient en français à leur père, puis mon mari lui répondait en anglais, ce qui est anormal. Normalement, c'est le contraire. Là. Normalement, si l'enfant parle en anglais aux parents francophones, puis les parents francophones parlent français. Non, non, non. Les miens parlaient français à leur père. Puis bon, leur père lui répondait en anglais. Ça, je suis très fière de ça. Je suis très fière. Ma fille est revenue cet été parce qu'elle voulait travailler dans la francophonie du coin. Elle est en Ontario, puis la première chose qu'elle a faite en arrivant en Ontario, ça a été de connecter avec la francophonie de l'Ontario. Mon fils, quand il est allé à l'université aussi en Ontario, à Waterloo, la première chose qu'il a faite, c'est de demander à être dans la résidence francophone. Alors, ils ont une image, une identité francophone, probablement anglophone aussi, mais ils ont quand même cette identité, puis ils ont compris aussi que ça se perd. Donc, il faut y travailler pour la garder. Merci, Nicole Leblanc. Merci. Ici Annie Poirier au microphone, à la technique Gérald Monpetit et Stéphane Lapierre à la gestion de projet. Un merci tout spécial à tous ces gens merveilleux qui m'ont accueilli chaleureusement, ainsi qu'aux associations francophones de la province pour leur appui et leur travail exceptionnel.